Patrick Chabert. Pendant 8 ans, cet homme a fait figure de coupable idéal. Dès la disparition de sa femme, Nadine, tous les indices ont convergé vers lui. Il s'est trompé, il s'est contredit, il a pris 20 ans pour meurtre. Mais Patrick Chabert n'a jamais flanché, il est innocent, il l'a toujours soutenu. Pas de corps, pas d'aveu, ses avocats et surtout sa fille se sont lancés dans la bataille. Ils ont mené une contre-enquête pour démonter point par point les arguments de l'accusation. Et ils ont gagné. Istres, le 11 juin 2003. La chaleur est déjà caniculaire quand Performance 13 ouvre ses portes. L'agence propose des formations pour adultes. Premier rendez-vous, premier coup de téléphone, des conseillers, des profs, des élèves. La mécanique se met en place doucement. Mais ce mercredi-là, quelque chose ne tourne pas rond. Je suis très aimablement interpellé par un bénéficiaire qui me dit « Madame Chabert n'est pas là, j'avais rendez-vous avec elle à 9h ». Et donc je suis inquiet puisqu'en général, me dit cette personne, elle est très ponctuelle lors de nos rendez-vous. Depuis son embauche 2 ans plus tôt, Nadine Chabert n'a pas manqué un seul rendez-vous. Son directeur tente de la joindre chez elle et sur son portable, mais elle ne répond pas. C'est une personne qui avait pour habitude de nous prévenir dès qu'elle avait un petit souci de la vie quotidienne, de vie courante. Donc là, je vous avoue avoir été inquiet. Inquiet, au point qu'en fin de matinée, il envoie une collègue chez Nadine à Fos-sur-Mer. J'ai eu un appel de cette personne qui m'a expliqué que la maison était fermée, mais qu'il y avait toujours la voiture donc de Madame Chabert devant la maison. Je me suis dit, peut-être s'est-il passé quelque chose et le temps passe et je me dois d'intervenir. Reste à savoir qui prévenir. Dans l'après-midi, les secrétaires finissent par retrouver un numéro que Nadine leur avait donné il y a longtemps, au cas où. Celui d'une amie, Patricia. Leur coup de fil l'affole tout de suite. À ce moment-là, Nadine était très fatiguée, elle avait des baisses de tension, elle avait énormément maigri, elle était vraiment très fatiguée. Donc je me dis, elle est peut-être tombée dans les pommes, elle s'est fait mal, elle est peut-être en train d'agoniser au sol, je vais appeler sa mère. Mais chez sa mère, Hélène Pérez, pas de réponse. Je me dis, elle est tombée des escaliers, elle s'est peut-être fait très très mal, elle a peut-être un traumatisme. Et la seule chose qui compte, c'est qu'on aille ouvrir la porte et qu'on aille retrouver Nadine qui est par terre. C'est tout. Paniquée, Patricia appelle le commissariat de Martigues. Il est 17h et les policiers viennent tout juste de raccrocher avec le directeur de Nadine Chabert. Temps d'affolement pour une disparition, une patrouille part aussitôt chez les Chabert. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la famille Chabert et Madame Pérez habitent sur le même terrain. Un terrain d'environ 10 000 m². Ils ont chacun dans un pavillon. Ils sont quand même à proximité. Donc en allant chez Madame Chabert et Monsieur Chabert, on prend contact avec Madame Pérez, la mère de Madame Chabert. Sur place, la patrouille rencontre Hélène Pérez. Elle vient de rentrer, elle est surprise. Mais face à l'officier qui l'interroge, elle se montre tout de suite rassurante. Moi, je lui ai dit que je n'étais pas inquiète du tout parce que ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Elle partait 3-4 jours sans nous dire où elle allait et ce qu'elle faisait. Donc, honnêtement, je n'étais pas inquiète. Les policiers font le tour de la maison. Nadine n'y est pas. Ils appellent alors son mari, Patrick, qui est en déplacement. Il nous dit que la veille, vers 14h, il aurait laissé sa femme sur un rond-point très fréquenté de Fos-sur-Mer, et qui n'est pas du tout inquiet, qu'elle devait se rendre à un stage à Paris, un stage pour 2 jours. Il s'étonnait même de tout ce mouvement autour de l'absence de sa femme. Nadine est en stage. C'est ce que Patrick Chabert explique aussi aux amis qui l'appellent, mais sans les convaincre vraiment. Quand j'appelle Patrick et qu'il me dit « mais non, les flics n'ont pas à bouger ou quoi que ce soit », elle est partie en stage, que là je suis interloquée.
Est-ce que je me suis trompée de date? Pour moi, elle devait partir en stage, pas le mardi, mais le mercredi. Ça me semble bizarre de m'être trompée, mais après tout, pourquoi pas? Bizarre. C'est ce que disent et répètent aux policiers tous les amis de Nadine Chabert. Alors dès le lendemain, le jeudi, une patrouille se rend à Performance 13 pour vérifier son emploi du temps. Il y a une ambiance un peu lourde, hein. Tout le monde se demande ce qui est arrivé à Nadine. Elle paraît proche de ses secrétaires, c'est plus qu'un rapport professionnel, c'est presque amical. Et il y a une certaine inquiétude qui pèse. On nous dirige vers son bureau. On vérifie son emploi du temps, qui est tout à fait normal, aucun rendez-vous n'a été annulé. Et on nous confirme bien que Nadine Chabert devait partir en date du 11 pour participer à un stage le 11 et le 12 juin. Et non pas le 10 juin comme le prétendait M. Chabert. Il est même impossible qu'elle soit partie à Paris le mardi 10, car ce jour-là, elle avait un programme très différent. L'après-midi, elle avait demandé un temps de repos puisqu'elle avait rendez-vous à Aix-en-Provence, donc au tribunal de grande instance, pour une conciliation en vue de divorcer. Le couple Chabert allait donc divorcer. À l'agence, tout le monde le savait. Et tout le monde connaissait l'impatience de Nadine. Les collègues de travail nous confirment bien que Nadine Chabert était partie le 10 vers 13h de son lieu de travail, qu'elle leur a dit un au revoir tout à fait normal. Elle leur a même dit qu'elle allait faire sabrer le champagne pour sa nouvelle vie de femme libre. Et elle leur a dit à demain, tout simplement. Patrick Chabert, quand les policiers vous annoncent que le stage n'était pas le 10, mais le 11 et le 12, comment réagissez-vous ? Ce 10 juin, c'était malheureusement un jour qui ne ressemblait pas à tous les autres, puisqu'on allait enterrer ma grand-mère maternelle. Quand j'annonce à mon épouse que ma grand-mère est décédée, elle me dit « Putain, j'espère que les obsèques ne se passeront pas le 10, parce que j'ai le stage. » Je dis « Écoute, c'est pas grave, je t'excuserai, quoi. Je veux dire, c'est pas un problème là-dessus, quoi. » Donc, quand les policiers m'annoncent que c'est le 11 ou le 12, je suis un peu surpris, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous commencez à vous inquiéter ? Je m'inquiète, oui. C'est vrai que je m'inquiète, mais je me suis inquiété un peu avant. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce sont les questions qui me posent. C'est-à-dire, c'est des questions accusatrices, et carrément, n'ayant pas peur des mots. Le 12, c'est le policier qui me reçoit, à Fos-sur-Mer. Il m'a dit, vous savez pourquoi vous êtes là ? Et j'ai dit, oui, je suis là, je me doute pourquoi je suis là, pour savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à mon épouse. Non, vous êtes là parce que vous avez tué votre épouse, et je suis à même de vous mettre en garde à vue. Et c'est là que je dis, attendez, je comprends pas, là. Vous m'accusez d'avoir tué mon épouse, mais vous me dites rien sur elle, ou qu'est-ce que vous faites pour la rechercher, etc., quoi. Et le 10, justement, le jour de la disparition de Nadine, vous aviez rendez-vous au tribunal pour une audience de conciliation. Alors, personnellement, je n'étais pas du tout au courant de cette date-là. Et comment c'est possible, ça ? Comment c'est possible ? Il faut savoir une chose, c'est que j'étais toute la semaine en déplacement. Je pense que mon épouse a retardé l'échéance de m'annoncer la date. Et au moment où elle a voulu l'annoncer, il est arrivé malheureusement l'enterrement de ma grand-mère. Vous n'avez pas reçu de courrier ? Maître Pélissier aurait envoyé un courrier aux deux époux. J'ai jamais reçu ce courrier. Et lui ne l'a pas en mémoire dans ses archives. Nadine Chabert disparaît dans la journée du 10 juin. Ses collègues signalent sa disparition le 11 et dès le 12, les policiers ont le mari dans le collimateur. Un mari qui se trompe sur la date du stage de sa femme, qui ignore celle de son divorce. Voilà de quoi pousser les enquêteurs à s'intéresser à la vie du couple. Quand elle se marie en 90, Nadine a 21 ans. Patrick, 50 plus. Elle est très amoureuse de ce garçon, fêtard et sportif. Sa mère, elle, apprécie cet électricien énergique et travailleur. Hélène Pérez donne d'ailleurs au jeune couple le terrain qui jouxte sa maison et elle les accueille le temps qu'ils y construisent leur nid.
Je les ai hébergés 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus exactement les années. Je n'ai jamais entendu de disputes ou peut-être des discussions comme peut y avoir dans tous les couples. On n'est pas toujours d'accord sur tout, on a des discussions, mais enfin, il n'y a jamais eu... j'ai jamais entendu de disputes à se battre ou à faire quoi que ce soit. Il y avait d'excellentes relations entre eux. Émilie naît en 1991. Nadine reste chez elle pour l'élever, pendant que Patrick court les routes d'un chantier à l'autre. L'image d'un couple parfait. Ils s'aimaient, ils avaient une petite fille, Émilie, ils étaient heureux. Émilie était une petite fille adorable d'ailleurs. C'était un couple normal, mais on voyait qu'ils étaient bien ensemble, quoi. Et puis qu'ils se complétaient bien. Ils se complétaient bien. Épaulé par Nadine, Patrick monte sa boîte en 97. Mais le succès n'est pas au rendez-vous et 2 ans plus tard, c'est la faillite. La faillite a marqué un tournant dans le sens où c'est sûrement l'élément déclencheur qui a fait prendre conscience à Nadine qu'il fallait qu'elle travaille. Battante, Nadine reprend ses études littéraires et se trouve une vocation. Elle enseignera le français aux étrangers à Performance 13. Dans le regard des autres, elle s'est rendue compte qu'elle était capable. Elle n'était pas juste la mère de famille qui pouvait être fêtarde, elle était aussi quelqu'un qui avait une véritable valeur humaine. Donc son boulot lui a permis de découvrir ça. Elle s'est épanouie et ça, Patrick, il n'a pas supporté parce qu'il voyait sa femme autrement que ce qu'il avait vu jusqu'à ce qu'elle travaille. Pour Patrick, après la faillite, c'est le retour en arrière, les déplacements de chantier en chantier. Le couple ne se voit plus que le week-end, les amoureux s'éloignent. Elle avait trouvé sa voie, elle commençait à travailler, elle avait de bons retours sur son travail et elle avait envie de le partager, mais elle n'arrivait plus à le partager avec lui puisque, en faisant de la psychologie à 2 francs, ses succès mettaient en exergue les échecs de Patrick. Donc il n'avait plus envie d'en entendre parler ou il n'écoutait pas assez et elle s'est sentie isolée. Nadine rêve d'une autre vie avec sa fille, loin de la maison familiale. Début 2003, elle demande le divorce. Je n'ai pas été tellement étonnée, parce qu'elle s'était tellement éloignée de nous. J'ai eu l'impression qu'elle avait envie de reprendre son indépendance et vivre une autre vie, ou vivre sa vie. Il nous a dit, oui, j'appréhende la réaction de Patrick quand je vais lui annoncer le divorce. Elle est revenue quelques jours après l'avoir annoncé à Patrick, et elle nous a dit, il a accusé le coup, mais finalement, il a pas mal pris. Voilà. Il s'est pas mis en colère, voilà. Un divorce serein, c'est ce que croient les amis du couple. Mais à ses collègues et à ses copines, Nadine tient un tout autre discours. Monsieur Patrick Chabert, lui, selon toujours les déclarations de ses collègues, était plutôt dans un état d'esprit de refus et de déni. Un jour, alors qu'il semblait avoir accepté le divorce et les conditions, il aurait lancé à Nadine « De toute façon, je ne divorcerai pas, je ne veux ni perdre ma femme, ni ma fille, ni ma maison. » Nadine fait même des confidences inquiétantes. Nadine m'a dit qu'elle en avait peur de toute façon. Elle en avait très peur, c'est pour ça qu'elle s'enfermait dans sa chambre. Parce qu'il faisait chambre à part, depuis longtemps. Et elle s'enfermait à double tour, parce qu'elle en avait peur. Elle le décrivait comme quelqu'un de manipulateur, de menteur, qui pouvait passer dans des états de calme à des états de colère extrême, même si elle précise tout de même qu'il ne lui a jamais levé la main dessus, qu'il n'a jamais battu. Elle leur avait expliqué que son mari était quelqu'un de particulièrement dangereux et violent, qu'il possédait des armes et qu'une fois il avait menacé. Et elle avait dit très simplement à ses collègues de travail, si un jour je ne suis pas là ou si je ne reviens pas, sans motif, sans explication, il faudra s'intéresser à mon mari. Au fil des auditions, le portrait de Patrick Chabert s'assombrit. D'autant que certains, comme Patricia,
le soupçonne franchement. Dès le début de l'enquête, elle a des certitudes. Nous, ça nous gêne un petit peu parce qu'on n'arrive pas à se faire une opinion tranchée. Et elle, par contre, arrive avec beaucoup de certitudes. Elle nous dit immédiatement qu'elle soupçonne Patrick Chabert d'être mêlé à la disparition de sa femme. Patrick veut pas divorcer, ça on le savait, même si ça s'était arrangé, qu'il disait oui, mais c'était... Dans ma tête, il la séquestre pour la faire changer d'avis. Les policiers se rendent chez les Chabert pour une perquisition. La visite de la maison n'avait rien donné. Ils se concentrent désormais sur la voiture de Patrick Chabert. Dans le coffre, parmi les matelas de plage et les sacs plastiques, ils découvrent une mine d'informations. Des cheveux. Et ce n'est pas tout. Et dans le véhicule de M. Chabert, on retrouve une sacoche. Et dans cette sacoche, des écrits. Il nous le présente comme des écrits de sa femme. Dominique, 2 jours après le début de l'enquête où on n'a pas vraiment de pistes, on trouve des documents assez étranges dans la voiture. Oui, et ça va intriguer la police. Ça va intriguer la police parce qu'il y a des dessins naïfs, un cerf-volant, un rond, un papillon, un peu comme des dessins d'enfants, et puis des mots qui font peur. La ruine, l'accident, le hasard, mauvais départ dans la vie. Donc les policiers vont chercher et vont découvrir finalement que ces mots associés à ces chiffres, ça correspond à un jeu de cartes qui s'appelle l'oracle de Béline. Et c'est un jeu qu'utilisent les cartomanciennes pour dire l'avenir. C'est un peu comme le tarot. C'est un peu comme le tarot de Marseille. Ça veut dire que Nadine Chabert est allée voir une cartomancienne et qu'elle s'est fait dire l'avenir. Et qu'est-ce que ça dit de Nadine, ces documents ? Alors, ça raconte sur elle qu'elle se pose tout un tas de questions existentielles, comme souvent quand on va consulter. Comment je suis ? Qu'est-ce que la mort pour moi ? Comment je me vois ? Donc, au moment où elle est allée voir cette cartomancienne, elle avait quand même tout un tas de questionnements dans sa tête. Et puis, on retrouve aussi cette phrase « Tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Bon voyage et grosse bise ». Et c'est signé Isa. C'est sans doute le nom de la cartomancienne qu'elle est allée voir. Et là, la police se dit « Et si finalement, Nadine Chabert, elle était partie volontairement, si elle avait simplement voulu disparaître ?» À la lumière de ces écrits, les policiers de Martigues entendent la mère de Nadine, Hélène. Depuis le début, elle soutient que sa fille unique a fugué. Elle en a même la preuve. Nadine serait partie en emportant la cagnotte du couple Chabert, à savoir une somme de 2000 € en argent liquide qui se trouvait cachée dans une jarre de la maison et qui servait au couple notamment pour financer ses vacances ou une partie de ses vacances. Donc cette disparition de 2000 € en même temps que la disparition de Nadine, ça peut parfaitement correspondre à l'hypothèse d'un départ volontaire. Quand elle est entendue à son tour, même la petite Émilie semble partager ce sentiment. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'elle nous a abandonnés. La première chose. Pas au moment où on m'a expliqué parce que j'étais trop anéantie. Mais après, je suis rentrée à la maison et il n'y avait plus d'habits, il n'y avait que des vieux habits, il n'y avait plus beaucoup de chaussures, à part des vieilles chaussures qu'elle ne mettait plus. Et je me suis dit, mince, elle a tout récupéré, elle est partie. Elle ne nous aime plus. Comment une telle idée a-t-elle pu germer dans la tête d'une fillette de 11 ans ? Émilie raconte à la police que depuis plusieurs mois, sa mère avait changé. Elle n'a jamais été forte, mais elle était devenue maigre, le teint pâle, le regard souvent vitreux. Alors moi j'avais l'impression, pas de la drogue, mais qu'elle prenait des cachets, Elle mangeait plus, genre en cachette, je lui mettais plein de sucre dans son café pour qu'elle grossisse un peu parce qu'elle était maigre. Je la voyais se détériorer, se faire du mal. Très curieusement, Émilie ignorait que ses parents étaient en instance de divorce. Sa mère était mal à ce moment-là. Qu'elle était fatiguée, très fatiguée, de continuer à
pour Émilie aussi, à faire que tout allait bien alors qu'elle voulait divorcer, qu'elle y tenait, mais ça l'a minée, parce que c'était aussi se dénier que de continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que tout était là. Nadine avait aussi changé d'attitude envers sa famille, notamment envers sa mère, qui l'avait élevée seule et dont elle était jusque-là très proche. La famille ne comptait plus, sa maison ne comptait plus, alors qu'elle était très attachée à sa famille, elle était très attachée à l'ensemble de la propriété, et là, elle s'était éloignée complètement. Depuis qu'elle a commencé à travailler, les amis ont pris beaucoup de place dans sa vie, surtout Patricia. Nadine l'a rencontrée lors d'un stage 4 ans plus tôt, et elle a beau habiter en Savoie, Patricia est vite devenue sa meilleure amie. Elle s'appelait tous les jours. Vu qu'elle n'habite pas dans la même région que nous, elle s'appelait tous les jours. Et nos soirées se résumaient à... Si je voulais manger, il fallait que je me débrouille. Bon, des fois, elle faisait à manger. Et elle était ou dans le bureau au téléphone, ou devant la télé au téléphone. J'avais l'impression qu'elle me volait ma maman, tout simplement. Parce qu'il n'y avait que elle et sa famille. C'était devenu sa famille et que nous, on était complètement délaissés. Et à 10-11 ans, on a besoin de sa maman autant que son père, autant que... Et j'avais l'impression qu'on me volait ma maman, c'est ça. Les Méjean sont devenus comme une seconde famille pour Nadine, un échappatoire à ses problèmes de couple. Du coup, elle passait de nombreux week-ends en Savoie. Elle était mon amie, mais elle était aussi, dans le sens profond, la sœur que j'aurais aimé avoir. Je pense que j'étais la sœur qu'elle aurait aimé avoir, la grande sœur, celle qui donne des conseils sans être trop drastique parce que je ne suis pas sa mère. Du reste, la famille Chabert n'apprécie pas beaucoup les conseils de Patricia, et encore moins son influence. Émilie est même certaine que sa mère a préparé son départ avec son amie. J'ai entendu 2 fois au téléphone, quand elle était avec son amie, dire mais quand je serai plus là, ils vont faire comment tous les deux ? Ces propos, rapportés par une petite fille blessée, la police les accueille avec une certaine prudence. D'autant que les amis de Nadine sont unanimes, elle n'a pas pu fuguer. Quand elle partait quelque part, elle m'appelait. Elle me disait « Sonia, je pars à tel endroit et puis je reviendrai dimanche ou lundi et puis je te rappelle. » Et toujours elle me rappelait. Connaissant Nadine comme je la connaissais, savoir l'amour qu'elle portait pour sa fille, elle ne l'aurait jamais laissé. Jamais. Elle ne l'aurait pas laissé à sa mère. Elle aurait peut-être pu la laisser à Patrick, mais elle n'aurait pas pu vivre sans elle. Persuadée que Nadine est retenue contre son gré dans sa propre maison, Patricia décide d'aller elle-même à son secours. On se dit tous dans la famille, oui, là c'est Christ, donc on va descendre. On va descendre et puis on va fouiller la maison, on va fouiller partout, on va essayer de la trouver. Et le samedi, on est arrivé chez Patrick et on a téléphoné, il a dit non, je veux pas vous ouvrir, mais on était devant la porte. Les Méjean craignent même le pire. Et si Patrick avait tué sa femme ? Patrick est arrivé à la maison en me disant oui, il y a les gens de Savoie qui arrivent et tout, ils veulent venir à la maison, ils veulent voir si le corps de Nadine est ici et tout. Il était dans tous ses états. Pour calmer les esprits, c'est le voisin qui mène la visite. Le petit groupe fouille tout, la maison, le garage, sans rien trouver. Et non, il n'y a pas de pièces secrètes, il n'y a pas de... Non, c'est une maison... Non. Le garage, il était comme il est d'habitude. Je vois pas comment on aurait mis quelqu'un dedans. On a déjà du mal à rentrer dedans, tellement il y a de choses au milieu. Non, il n'y a rien de... Vous pouvez rien cacher. Mais les amis de Nadine n'en démordent pas. Ils le crient haut et fort, ils ne croient pas au départ volontaire. La police non plus, malgré les écrits étranges, l'argent et les vêtements qui ont disparu. Une femme qui choisit de vivre une nouvelle vie, qui engage une procédure de divorce, qui a des biens. Nadine Chabert est héritière, elle a beaucoup de biens immobiliers. Elle a un travail qui lui plaît, elle est entourée d'amis. Le seul point, c'est qu'elle veut divorcer de son mari. Et à la veille, enfin, de concrétiser ses projets, elle disparaît.
et elle laisse peut-être l'être le plus cher, sa fille. C'est pas logique. Trois jours après la disparition de Nadine, les policiers de Martigues sont perplexes. La thèse de la fugue, ils n'y croient pas vraiment. La culpabilité de Patrick Chabert, rien ne l'étaye. La police manque d'éléments. Elle décide d'examiner la téléphonie du couple. Le téléphone de Nadine a disparu avec elle. Mais grâce au relais téléphonique qu'il a déclenché, les enquêteurs déterminent ses mouvements du mardi 10 juin. On a fait la géolocalisation de l'appareil et déclenché, l'activé des bornes sur Fos-sur-Mer. C'est-à-dire que Nadine avait disparu de Fos-sur-Mer, mais son portable s'y trouvait toujours. Grâce à la téléphonie, la police retrace aussi le parcours de Patrick Chabert. Et là, surprise. Dans la nuit du 10 juin, son portable a activé un relais situé à 100 km de Fos-sur-Mer. C'est-à-dire que M. Chabert aurait quitté Fos-sur-Mer pour se rendre dans le Var. On ne lui fait pas part de cette information, et on l'entend. Et il répond tout à fait à côté. Il dit qu'il était à Fos-sur-Mer et qu'il y a passé la nuit. Quand on lui dit « Mais monsieur, c'est pas ça votre emploi du temps, c'est pas possible que ce soit ça », il réfléchit un instant et nous dit « Vous avez raison, je me suis trompé. » Point barre. Trompé ? Non. Pour les policiers, c'est un mensonge. Le faux pas qu'ils attendaient depuis le début. Le 29 juillet 2003, Patrick Chabert est placé en garde à vue. Pendant la garde à vue, il était en apparence très calme, il était très courtois d'ailleurs, mais il était intérieurement, ça bouillonnait, ça se voyait, à tel point d'ailleurs qu'au bout de quelques heures de garde à vue, il a fallu que Hélène Pérez lui mène une pommade parce qu'il avait des éruptions cutanées. C'était manifestement, c'est nerveux. Et d'ailleurs, lui-même nous a dit c'est nerveux. Donc, c'est quelqu'un effectivement de nerveux, mais qui arrive quand même à prendre le dessus et à maîtriser ses émotions. Patrick Chabert est fébrile, mais cohérent. Il explique que le mardi 10 juin au soir, il a mangé chez lui avec sa fille et sa belle-mère. Il a quitté la maison plus tard dans la soirée pour se rendre à la Valette du Var par l'autoroute. Il avait réservé une chambre à l'hôtel Ibis, tout près du chantier sur lequel il travaillait à l'époque. Il espérait y rencontrer un sous-traitant le lendemain au petit déjeuner. Mais vérification faite auprès de l'hôtel, le 11 au matin, Patrick Chabert n'a rencontré personne. Patrick Chabert, pourquoi avoir donné deux versions pour la soirée du 10 juin ? J'ai dit aux policiers que j'étais chez moi et après j'ai dit que j'étais à l'hôtel, tout simplement parce que quand je suis en déplacement, je pars aussi bien, je peux partir le matin de très bonne heure pour me rendre sur mon chantier, donc là c'était à la Farlède, ou je peux partir le soir. Mais je le décide au dernier moment. Et ce jour-là, vous avez dit que vous vouliez dormir à l'hôtel parce que vous vouliez rencontrer le lendemain matin un collaborateur, ou en tout cas un entrepreneur. Non. J'avais choisi cet hôtel parce que je savais qu'il y avait le responsable d'une entreprise qui avait l'habitude d'aller dans cet hôtel. Et j'avais surtout envie de me changer les idées, de partir, de sortir un petit peu du contexte de la maison par rapport au décès. Donc je suis allé à l'hôtel Ibis à la Valette, et dans l'espoir de rencontrer le responsable d'entreprise, que je devais voir le lendemain pour une réunion de planning assez importante. À la suite de cette erreur sur votre emploi du temps, les policiers vont soupçonner votre belle-mère. Pourquoi ? Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme « erreur sur l'emploi du temps ». Si j'avais eu l'occasion de prendre mon agenda pour regarder ce que j'avais fait, oui, j'aurais pu le dire, parce que je note tout sur mon agenda. Donc, je n'ai pas eu cette occasion. Et donc, pourquoi ont-ils soupçonné votre belle-mère ? Ils reprochent à votre belle-mère, elle aussi, de ne pas avoir su très bien ce qu'elle avait fait ce soir-là et où Émilie avait dormi, c'est ça ? Oui, exactement. Exactement. Donc, on reproche à ma belle-mère un oubli de 1 mois et demi en arrière
Donc une dame qui a quand même plus de 60 ans, on va dire 70 à l'époque. Donc avec la fatigue, on lui annonce que sa fille en plus a disparu. On ne l'aménage pas. Je pense qu'on peut quand même être indulgent avec une mère et une grand-mère qui ne se rappellent plus, quoi. Après 24 heures de garde à vue, faute de preuves et d'aveux, Patrick Chabert est libéré. En cette fin du mois de juillet 2003, l'enquête est au point mort. Mais elle ne va pas le rester longtemps. 6 août 2003. Les policiers de Martigues sont sur les dents. Ils viennent de recevoir un appel anonyme. Le corps de Nadine Chabert serait dans le lac de Lavalduc, à quelques kilomètres de chez elle. On nous dit que le corps se trouverait sur la rive est de cet étang. Mais le long des rives, pas de traces de Nadine. Il faut plonger. Les recherches, il faut savoir, ne peuvent se faire dans cet étang que par toucher, parce qu'il n'y a aucune visibilité, même à 10 cm, on ne voit rien. À tâtons, les plongeurs explorent toute la partie est du lac. Sans succès, pas de corps. Les proches de Nadine reprennent espoir. Elle est peut-être encore en vie. Pour Patricia, c'est une idée fixe. Si elle n'est pas séquestrée chez elle, Nadine doit être ailleurs. Mais où ? Sans dire qui lui a donné l'information, elle livre à la police une adresse. 105 allée des Coquelicots à Fos. Les policiers n'ont rien à perdre. Ils y vont tout de suite. C'est une vieille dame qui les accueille. Cette dame nous dit que d'abord, elle ne connaît pas du tout de Nadine Chabert, elle ne connaît pas non plus de Patricia Méjean d'ailleurs. Elle nous fait visiter sa maison, de fond en comble. Elle ne comprend pas pourquoi on parle de son domicile. Le commandant Bruno repart furieux, d'autant que Patricia l'avoue, cette piste, elle la tient d'un magnétiseur. Il m'a gentiment, mais avec autorité, remis à ma place, en me disant en gros que j'avais pas à me mêler de l'enquête. Il avait complètement raison sur le fait que j'avais pas à me mêler de l'enquête, mais je continue à le dire. Si ça devait se reproduire dans les mêmes conditions, avec le même désarroi, je referais la même erreur. Fausse piste, manque de preuves, les mois passent, l'enquête s'enlise. Le 7 octobre 2003, 4 mois après la disparition de Nadine Chabert, le commandant Bruno rend ses conclusions à la juge d'instruction. Les contradictions de Patrick Chabert et la virulence des amis de Nadine à son égard le font clairement pencher pour la thèse de l'homicide. Mais un homicide sans corps, sans preuve et sans aveu. Alors la juge confie l'affaire à une nouvelle équipe, la PJ de Marseille. Premier travail, réentendre tous ceux qui ont vu Nadine vivante le 10 juin. Il faut reconstituer minute par minute sa dernière journée. Ma mère est arrivée vers 1h de l'après-midi, après son travail. Avec mon papa, on avait déjà préparé le repas, c'est lui qui s'en était occupé, on avait préparé la table. Un déjeuner banal. Le couple discute de l'enterrement de la grand-mère de Patrick qui a lieu cet après-midi-là. Émilie s'en souvient, sa mère a dit qu'elle n'irait pas. Mais ça n'a pas fait de scandale. On mangeait tranquillement, il y avait juste l'enterrement, mon père il était un peu affolé, comment je m'habille, alors elle lui disait mets ton ensemble beige parce qu'il fait chaud, voilà, tout c'était comme une famille normale, il n'y avait rien d'ambigu, ils se sont pas bouffés le nez pendant le repas, ils se sont pas disputés, rien du tout. Le couple parle aussi d'un stage à Paris, et puis Nadine monte se préparer. Émilie la rejoint pour l'embrasser. Elle doit partir chez sa grand-mère qui l'accompagne à l'équitation. Et juste avant que je parte, elle m'a fait un bisou en me disant « Gros bisou mon bébé, je t'aime ». C'est des mots qu'elle disait tout le temps. Elle m'appelait tout le temps mon bébé. Et
C'est la dernière fois que je l'ai vu. Peu avant 14h, Émilie traverse la cour pour aller chez sa grand-mère. Mais à peine arrivée, elle fait demi-tour. Elle a oublié ses bottes. Je suis revenue à la maison pour changer de chaussures et j'ai entendu mes parents discuter en haut. Il y avait notre chienne qui était au bord des escaliers, allongée, que ça se passait normalement. Et quand je suis retournée chez ma grand-mère, ils sont de suite partis. Je n'ai pas vu la voiture partir, mais j'ai entendu la voiture, j'ai entendu notre chienne aboyer, parce qu'elle le fait à chaque fois dès qu'on sort de la propriété. Par contre, ma grand-mère, elle a aperçu la voiture sortir. Hélène Pérez a vu la voiture quitter la propriété. C'est ce qu'elle a dit à la police de Martigues en 2003. Mais près d'un an plus tard, face à la PJ de Marseille, elle change de discours. Elle m'indique qu'elle a quitté le domicile avec sa petite fille Émilie pour se rendre au centre d'équitation et qu'au moment de son départ, elle a remarqué que la Clio de Patrick Chabert n'était pas là. Je lui pose la question, avez-vous vu partir Patrick avec son véhicule? Sa réponse est non. Lorsque la police vous harcèle, vous pose une deuxième question, mais c'est possible qu'on se contredise. Nadine est partie vivante d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Nadine est-elle vraiment partie vivante de chez elle? Les policiers n'en sont pas persuadés. Le 4 mars 2004, ils retournent à Fos-sur-Mer fouiller toute la propriété des Chabert. Cette fois, ils emmènent des chiens dressés pour repérer le sang, même s'il a été nettoyé des mois plus tôt. Le chien de sang va marquer à 2 reprises lors de cette inspection. Il va marquer et changer de comportement à l'étage, dans une chambre, au sol. Et également dans le tapis de coffre du break qu'utilise Nadine Chabert, son break Ford. Du sang a-t-il été versé? Les policiers vérifient à l'aide d'un produit révélateur. Il n'y a pas eu de traces de sang ou les produits n'ont pas permis d'en déceler. La PJ repart dépitée. Toujours aucune preuve pour étayer les soupçons qui pèsent sur Patrick Chabert. Ce que les policiers ne savent pas encore, c'est qu'à 900 km de là, le laboratoire de génétique de Nantes a avancé. Professeur Moisan, vous êtes le patron de l'Institut génétique Nantes-Atlantique et c'est à vous qu'on envoie les scellés dans l'affaire Chabert, donc les scellés dans lesquels il y a les cheveux découverts dans le coffre de la voiture de Patrick Chabert. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces cheveux? Nous avons regardé si ces cheveux avaient ou pas un bulbe, car la présence ou l'absence de bulbe va orienter notre recherche d'ADN. En l'occurrence, dans les prélèvements que nous avons reçus, dans les cheveux que nous avions observés, il n'y avait pas de bulbe. Donc nous n'avions pas accès à ce que nous appelons l'ADN nucléaire, c'est-à-dire l'empreinte génétique classique, si vous voulez, la plus informative. Et nous nous sommes rabattus sur un autre ADN qui s'appelle l'ADN mitochondrial. C'est un ADN particulier qui est transmis uniquement par la voie des mères, c'est-à-dire que nous avons tous l'ADN de notre mère. Et alors cet ADN, l'ADN que vous avez obtenu, vous le comparez à quoi? Nous l'avons comparé à l'ADN mitochondrial de la mère de la victime, donc de Madame Hélène Pérez. Et alors quelles sont vos conclusions? Alors, nos analyses ont montré qu'il y avait une identité entre ces 2 ADN mitochondriaux. Et si vous voulez, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est que cet ADN appartient à la lignée maternelle de Nadine, c'est-à-dire soit à Nadine elle-même, soit à sa mère, Hélène Pérez, soit à sa fille, Émilie. De ce rapport, la juge d'instruction retient surtout que ces cheveux peuvent être ceux de Nadine. Ce serait la preuve que Patrick a transporté sa femme dans le coffre de sa voiture.
Reste à savoir quand. La police de Martigues avait déjà reconstitué l'emploi du temps de Patrick Chabert le soir du mardi 10 juin. 23h01, il réserve sa chambre à l'hôtel Ibis de La Valette. 2h32 du matin, il s'y présente. Mais la PJ de Marseille va plus loin et examine ses paiements par carte bancaire. Nous nous rendons compte que Patrick Chabert a emprunté l'autoroute pour se rendre à son hôtel en empruntant la barrière de péage de Pont de l'Étoile, barrière qui est franchie très précisément à 23h52. C'est un nouvel élément, un élément d'ampleur qui va nous permettre d'affiner nos investigations. Les policiers refont le parcours à la même heure, dans les mêmes conditions. Leur temps de trajet n'a rien à voir avec celui de Patrick Chabert. Nous effectuons le parcours barrière de péage, hôtel de la Valette, en 35 minutes. Monsieur Chabert va mettre 2h42 minutes pour faire ce trajet. Pourquoi Patrick Chabert met-il aussi longtemps à gagner son hôtel ? Qu'a-t-il fait pendant ce trou de 2h07 ? Le 13 juin 2004, la PJ de Marseille le place en garde à vue pour le lui demander. À ce moment-là, Patrick Chabert est complètement décontenancé, désarçonné, et il semble vaciller, à tel point que face à cette révélation, à cet élément que nous lui apportons, il n'a pas d'élément à communiquer, il n'a pas de réponse, il emploie quelques phrases très courtes, « je ne sais pas »,« je n'en sais rien »,« je vais prendre 30 ans ». Donc c'est très révélateur, Patrick Chabert est en train de basculer. Les policiers pensent que Patrick Chabert est sur le point de passer aux aveux. Mais il se ressaisit. Patrick Chabert, comment expliquez-vous ce trou de 2h07 dans votre emploi du temps ? Ce jour-là, je suis levé depuis 6h du matin. C'est le 10 juin. Il y a eu l'enterrement. Je pars à l'hôtel, donc c'est à peu près 23h. En gros, j'ai plus les horaires dans la tête. Je suis très fatigué. Donc je prépare ma voiture. Je prends mon PC, je vais le mettre dans ma voiture, je pars sur la direction de La Valette pour aller à l'hôtel Ibis. Et à un moment, avant d'arriver au péage de l'Étoile, j'ai un trou, je me dis putain, le PC il est où ? Etc. Donc pas le temps de chercher, du monde derrière moi, je prends la voiture persuadé de ne pas avoir pris mon PC. Et je retourne sur Fos-sur-Mer. Bien avant d'arriver à Fos, à Martigues, je m'allume une cigarette et je tente ma cigarette. Et en ouvrant la porte arrière, j'enlève pour chercher ma cigarette. Pour chercher ma cigarette, j'enlève ma sacoche et je tombe sur le PC portable. Et je repars et je retourne à l'hôtel. Alors si vous avez fait demi-tour, pourquoi les policiers n'ont-ils pas trace de votre carte de péage ? Quand je me retrouve en garde à vue, je dis la chose suivante aux policiers. J'ai dit, écoutez, c'est tout simple, il est 2h du matin, quand ça se passe en gros. J'ai dit, c'est tout simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les voitures et on va vérifier. Je leur donne le détail de ce que j'ai fait. Il a dit, non, on ne va pas refaire un trajet pour commencer. On n'a pas le temps. Mais pourquoi ils ne retrouvent pas la trace de votre demi-tour et de votre retour à nouveau vers l'hôtel de La Valette ? Ils ne trouvent pas la trace, parce que quand j'arrive au péage, eh ben, je paye en espèces. Pourquoi ? Parce que je paye en espèces, qu'il y avait de plus simple. J'ai payé en espèces. Le problème, il n'est pas de savoir s'il y a une trace ou pas. Mais l'aller, vous payez avec votre carte bleue. Je paye avec la carte de la société, pas avec la mienne perso. Je paye avec la carte de la société. Je prends l'autoroute, je fais demi-tour. Et après, c'est peut-être pour pas abuser de... Voilà, quoi. Patrick Chabert a du mal à convaincre. C'est une explication qui est à ce moment-là assez médiocre pour nous, enquêteurs, car nous sommes persuadés que Patrick Chabert a utilisé ces 2h30 de différence par rapport au temps que nous avons effectué pour vraisemblablement dissimuler le corps de son épouse. Pour la PJ, l'homme en avait non seulement le temps, mais c'était aussi l'occasion rêvée. Car sur le chemin qu'il a emprunté dans la nuit du 10, se trouve la prison de la Farlède. Une prison qui à l'époque était en chantier, le chantier sur lequel Patrick Chabert travaillait. Un scénario du meurtre commence à se dessiner. Après le déjeuner, une fois Émilie partie chez sa grand-mère, Patrick Chabert
aurait étranglé son épouse. C'est ce qui expliquerait l'absence de traces de sang. Il l'aurait ensuite transportée jusque dans le coffre de sa voiture, garé devant la maison. Puis il serait parti en Arles pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Rentré chez lui, il a dîné en famille avec sa fille et sa belle-fille. Il aurait attendu la nuit pour se débarrasser du corps. En route vers son hôtel, Chabert serait sorti de l'autoroute au niveau de la Farlède. Sur le chantier de la prison qu'il connaît bien, il se serait dirigé vers les fondations, l'endroit idéal pour cacher un corps et le couler dans le béton. Voilà ce qui expliquerait le trou de 2h07 dans son emploi du temps. Les policiers en sont persuadés et Chabert aurait même fait des repérages la veille du meurtre. Le lundi 9, c'est le jour férié, lundi de Pentecôte, Patrick Chabert est à proximité de la commune de Sanary. On se demande, on se pose des questions, que fait-il à cet endroit-là ? Selon toute vraisemblance, l'aspect de préméditation est présent. Patrick Chabert est en train de préparer sa journée du lendemain. Quand la PJ de Marseille reprend l'affaire en 2004, le chantier de la prison de la Farlède est terminé et depuis longtemps, impossible d'y rechercher un corps dans les fondations. Dominique, le 14 juin 2004, Patrick Chabert est mis en examen pour assassinat. Assassinat parce que la PJ le soupçonne d'avoir prémédité son acte. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont contre lui, les enquêteurs ? Pour les policiers de la PJ, le mobile, c'est la maison de Patrick et Nadine Chabert. La maison dans laquelle ils habitent tous les deux. Parce qu'en fait, cette maison, elle appartient à Nadine Chabert. Elle est la propriété de Nadine. Et pour les policiers, lui sait que si le divorce est prononcé, il repartira une main devant, une main derrière. Pour eux, le mobile, c'est la maison. Et quels sont les éléments sur lesquels s'appuie la juge d'instruction pour le mettre en examen ? Il y a d'abord la date de la conciliation de divorce que Patrick Chabert semble être le seul à ignorer. Les variations dans son emploi du temps, dans ses déclarations dans son emploi du temps dans la nuit du 10 juin. Il dit « j'ai dormi chez moi, ensuite j'ai dormi à l'hôtel ». Ce trou énorme de 2h07 dans son emploi du temps cette nuit-là. Et dernier point, il y a les cheveux qu'on retrouve dans le coffre de sa voiture. Sa belle-mère, Hélène Pérez, est soupçonnée de complicité. Est-ce qu'il y a des poursuites contre elle ? Non, Frédéric. Même si les policiers penseront qu'elle ne leur a peut-être pas dit tout ce qu'elle savait, c'est vrai qu'Hélène Pérez a varié dans ses déclarations, mais la juge d'instruction elle-même va dire qu'elle s'est peut-être trompée en toute bonne foi. Patrick Chabert a été laissé en liberté. C'est pas courant, ça ? C'est pas anormal. Il est laissé en liberté parce que la juge considère elle-même qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour le placer en détention préventive. Donc il est mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire, il est astreint à pointer une fois par semaine au commissariat de police local. Il ne fuira pas parce qu'il a sa petite fille de 11 ans et il va rester près d'elle. Elle n'a plus de maman, il va rester avec sa fille. Et ça va durer longtemps ? Oui, ça va durer 6 ans, Frédéric. Et 6 ans, c'est long et ça l'aurait été encore plus pour lui s'il avait été placé en détention préventive. Ces 6 années, la juge d'instruction va les mettre à profit pour travailler son enquête. Elle va demander aux enquêteurs, aux policiers de procéder à de nouvelles auditions. Elle va, faire des confrontations. Elle va confronter Patrick Chabert et Patricia Méjean. Elle va faire placer des écoutes téléphoniques, elle va faire procéder à des recherches dans le terrain autour de la maison des Chabert. Beaucoup de travail pour peu de résultats. En fait, on n'a aucun élément nouveau. Et au bout de 6 ans, la juge décide de demander le renvoi de Patrick Chabert devant la cour d'assises. Patrick Chabert a-t-il tué son épouse le 10 juin 2003 après le déjeuner ? C'est la question à laquelle devra répondre le jury de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 22 septembre 2010. Patrick Chabert arrive à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, au bras de ses plus fidèles soutiens, sa fille et sa belle-mère. J'ai ma famille de mon côté, j'ai mes amis aussi qui sont de mon côté, et je suis serein. La peur au ventre parce que c'est un événement qui n'est pas facile à gérer et à vivre, mais disons que nous sommes confiants. À aucun moment j'ai douté de Patrick, jamais. Pour moi, Patrick n'a pas tué. J'ai jamais eu cette idée. De voir son père dans le box d'accusés, c'est terrifiant.
C'est une image horrible. Ça fait mal. Hélène et Émilie se sont constituées partie civile pour se battre aux côtés de l'avocat de Patrick Chabert. Du jamais vu. C'est peut-être la première fois et l'unique fois dans un procès d'assises que vous avez la défense et la partie civile qui marchent main dans la main, qui peuvent discuter agréablement de ce procès sans pour autant se tirer dessus. Et ça déstabilise un petit peu tout le monde, y compris le président, y compris l'accusation. L'avocat général va donc devoir frapper fort. Il sait qu'il peut compter sur la virulence de certains témoins, à commencer par celle qui, depuis le début, crie à l'assassin, Patricia Méjean. Quand on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Nadine, j'ai dit ma conviction profonde, c'est que Patrick a tué Nadine. C'est la chose la plus dure que j'ai pu dire. Mais c'est la chose la plus dure que je puisse dire. De ma vie, j'ai jamais prononcé de phrase aussi définitive envers quelqu'un. Les amis de Nadine se succèdent à la barre. Ils brossent un portrait très sombre de Patrick. Celui d'un homme menteur, manipulateur et violent. Alors ses proches contre-attaquent. Les gens prétendent que Nadine disait avoir peur de son mari. Nous, dans tout ce qu'on a vu, j'ai jamais vu une femme qui avait peur. Le jour de l'anniversaire de Nadine, lorsqu'elle a ouvert le cadeau que lui avait offert Patrick, qu'elle l'a regardé, qu'elle l'a jeté sur la table et qu'il n'y a pas eu ni un regard, ni un merci, ni quoi que ce soit envers Patrick, moi, mon épouse, on était gênés. Patrick, il a pas relevé parce qu'il n'a pas voulu faire d'histoire, peut-être parce qu'on était là, ou peu importe, enfin. C'est pas le comportement de quelqu'un qui a peur de son mari. Qui est Patrick Chabert? Pour les policiers qui viennent à la barre, la question ne se pose même plus. Pour eux, c'est sûr, c'est d'abord un coupable. Notre conviction est faite. Le comportement de Patrick Chabert lors de sa garde à vue est sans équivoque. Le recueil des multiples dépositions, déclarations, éléments techniques en téléphonie ne font que confirmer cette intime conviction des enquêteurs dans le cadre du procès Chabert. Entre la certitude de la police et la véhémence de certains témoins, le jury est déjà presque convaincu. Puis Patrick Chabert prend la parole. L'homme se lève, il est nerveux et entreprend de raconter sa journée du 10 juin. Le déjeuner en famille, le rond-point de Fosse, où il a déposé Nadine vers 14h, et l'enterrement de sa grand-mère avec toute la famille en Arles. Et puis le dîner avec Hélène et Émilie. Son récit est rodé. Mais quand il décrit son trajet vers Toulon, tout s'effondre. Écoutez, à un moment donné, je sors et je paye mon péage. Je me retourne et je m'aperçois que j'ai oublié mon ordinateur portable à Fos-sur-Mer. Et à ce moment-là, on est sorti pour que j'aille récupérer mon ordinateur. Et là, le président l'interrompt en lui disant « Mais on, ça veut dire qui on ?» Et au moment où il dit « on », dans la salle, tout le monde est glacé. Quand il dit « on », ça veut dire qu'elle était bien dans le coffre, morte déjà. Il va expliquer qu'il s'est trompé, que c'est un lapsus, mais je crois que le mal était fait à ce moment-là. C'était presque, pour tous ceux qui étaient là, la preuve de la culpabilité de Patrick Chabert parce qu'il avait eu ce lapsus. Un lapsus qui semble sceller le sort de Patrick Chabert. Au 3e jour d'audience, quand le jury revient après le délibéré, Émilie retient son souffle. C'est le président qui pose une question. Meurtre, oui. Avec préméditation, non. Et à ce moment-là, tout s'écroule. Tout s'écroule. J'ai même pas eu le droit de lui dire au revoir. Il a été menotté. J'ai essayé d'aller le voir. On m'a retiré. Et j'avais l'impression que c'était la fin.
Émilie est effondrée. Elle vient d'apprendre que son père, Patrick Chabert, est condamné à 20 ans de réclusion, à la peine requise par l'avocat général. Ça a été terrible. Surtout que l'avocat de Patrick disait « Mais ne t'en fais pas, tu vas être acquitté, ne te fais pas des soucis ». Alors pendant 6 ans, on nous a dit ça presque tout le temps. « Mais non, tu vas avoir, il n'y a aucune charge, ce dossier est vide, tu vas être acquitté ». Et il a eu 20 ans. Patrick Chabert, 20 ans de réclusion criminelle, ça vous tombe sur la tête. Oui. J'ai eu l'impression de m'être pris le marteau de Houdin sur la tête. Et je n'ai pas compris pourquoi. Aujourd'hui, j'ai fait 15 mois de prison pour rien. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à envoyer une personne innocente en prison, sans preuve, sans cadavre, sans aucune enquête de police digne de ce nom, et simplement sur des racontars, simplement sur des dires de certaines personnes. Alors pour revenir à votre question, comment on réagit quand on se prend 20 ans? J'ai failli tomber dans les pommes. J'ai entendu les cris de ma fille, mais je n'ai pas arrêté de hurler dans ma cellule. Ce lapsus, ce « on » que vous donnez, que vous dites à la cour d'assises, dans la cour d'assises, comment vous l'expliquez? Quand vous êtes innocent, vous êtes toujours obligé de vous justifier. Et comme les policiers n'ont pas voulu refaire le parcours que je leur avais annoncé, alors j'ai demandé à Hélène Pérez, ma belle-mère, de faire le parcours avec moi. Donc on a fait le parcours, non pas en pleine nuit, en pleine journée. Donc quand j'ai expliqué, j'ai dit « on » parce qu'il y avait ma belle-mère avec moi. Patrick Chabert a fait appel de ce verdict. Pendant qu'il travaille son dossier en prison, sa famille apprend à vivre sans lui. On s'est retrouvés avec Émilie toute seule, toutes les deux. Encore lorsqu'on était tous les trois, même que Patrick soit soupçonné, même que je sois soupçonnée, on était tous les trois, c'était déjà, on avait un peu plus de force. Mais lorsqu'on s'est retrouvés toutes les deux, toutes seules, visite un milieu carcéral. On sort de là, on est fracassé, on est démoli. Mais Émilie n'est plus une petite fille, elle a 18 ans. Poussée par la colère, elle se lance dans le combat pour sauver son père. Le dossier, je l'ai étudié, mais tous les jours, je rentrais des cours, j'étudiais, j'allais pas en cours pour étudier le dossier, je le connais sur le bout des doigts, ce dossier. Et j'ai vu des carences phénoménales, des choses qui j'avais envie de m'arracher les cheveux, c'est horrible, c'est lourd déjà à étudier. Et en plus, quand ça nous concerne, nous, c'est vraiment horrible. Pour sa famille, la condamnation de Patrick est une erreur judiciaire. Elle se tourne donc vers une association spécialisée, celle de Roland Agré. L'homme se rend chez les Chabert. Là, je me trouve en face d'une maison, une autre 31 mètres juste en face. Il fait chaud, c'est la canicule, les fenêtres, tout est ouvert. On voit immédiatement l'impossibilité déjà matérielle qu'un tel crime ait pu se produire ici et dans les conditions dites. L'association active son réseau. Et c'est bientôt tout un groupe de spécialistes qui s'apprête à refaire l'enquête, 7 ans après la disparition. Maître Claude Lorente, vous êtes l'avocat de Patrick Chabert. Très précisément, qu'est-ce que vous avez constaté en analysant le dossier point par point? Premier élément, le temps. Le fameux trou de 2 heures. Mais c'est un élément que l'on a dirigé sur une accusation en disant « mais c'est très grave, vous avez un trou de 2 heures, vous avez dû vous débarrasser du corps ». Or, si on refait le parcours, le point de l'Étoile, Martigues, Hôtel Ibis, on tombe juste... 3 personnes l'ont fait sur le même temps, à 2 minutes ou 3 minutes près. Ce qui veut dire que ce simple élément prouve son innocence. Il n'a pas pu inventer en garde à vue
un chronométrage, il n'a pas pu... Aussi précis. Exactement. Et vous avez d'autres éléments? Les cheveux. Voilà un exemple parmi tant d'autres. On retrouve un cheveu ou deux de Nadine Chabert. Un ADN mitochondrial, ça peut être également celui d'Hélène Pérez ou de leur fille. C'est un élément qui n'a aucune force probante. Rien n'a été trouvé qui puisse laisser à penser qu'un cadavre a séjourné dans ce coffre. Vous avez un chien qui est dressé, un énorme chien, qui aurait soi-disant la truffe sous ce corps qui est celui de sa maîtresse. On voulait imaginer que ce chien aurait eu sa maîtresse décédée en train de gonfler par le soleil et n'aurait pas réagi. Mais c'est un monde absurde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Nadine Chabert était susceptible d'attendre quelqu'un parce que Patrick la laisse au rond-point d'Intermarché. Personne n'a été voir dans ce centre commercial où il y a 2 restaurants, 2 cafés, en montrant la photo de Madame Chabert, en disant « Avez-vous vu cette femme-là? Le 10, attendait-elle quelqu'un ?» Personne. Et des failles, l'avocat en trouve d'autres. Au tribunal d'Aix-en-Provence, par exemple. Le juge avec lequel le couple Chabert avait rendez-vous le 10 juin pour son divorce n'a pas été entendu par la police. Il détenait pourtant une information très intéressante. Le magistrat aux affaires familiales, sur son dossier, avait mentionné les époux Chabert retenus par un barrage par rapport à des grèves. C'est que forcément quelqu'un leur a téléphoné, l'a prévenu. Évidemment, ça aurait été très important de le savoir, dans la mesure où on sait par la téléphonie vérifiée de Patrick Chabert que ce n'est pas lui qui a appelé. Alors l'important, c'est de savoir qui a pu appeler. On va poser la question au juge aux affaires familiales 8 ans plus tard, avec les milliers d'affaires qui lui sont passées. Mais elle s'en souvient plus, elle ne sait plus qui était qui. Elle avait seulement marqué, je crois, un R qui voulait dire renvoi. Mais qui lui a demandé le renvoi? Comment ça a été? Elle n'en savait plus rien. Pour cet ancien commissaire réputé, c'est une piste gâchée. Quant aux éléments de l'accusation, il les attaque un par un. À commencer par le téléphone de Nadine. L'appareil a été localisé à Fos le 10 au soir, le jour où Nadine a disparu. La police de Martigues en a donc déduit que le portable se trouvait toujours chez les Chabert, où Patrick l'aurait rapporté ou gardé. Une conclusion hâtive pour l'ancien policier. Lorsque le téléphone de Nadine Chabert est réactionné le soir aux alentours de 22h, on dit voilà, c'était au domicile, elle avait disparu. Non, pas du tout. C'est que le relais qui couvrait, qui était le 24 E7, je crois, qui couvrait la zone, couvrait certes le domicile, mais il couvrait un diamètre de 20 km. Et le téléphone de Nadine Chabert pouvait se trouver à 20 km de son domicile, alors que Chabert était chez lui. Au fil de la contre-enquête, les éléments d'accusation vacillent. Et c'est bientôt le scénario du meurtre lui-même qui est mis en doute. Faute de sang dans la maison, la juge d'instruction a pensé que Patrick Chabert avait étranglé sa femme le 10 juin après le déjeuner. Et qu'il l'avait ensuite transporté dans le coffre de sa voiture avant de partir pour les funérailles de sa grand-mère en Arles. Encore fallait-il qu'il en ait le temps. On sait qu'il est parti vers les 14h. Il aurait fallu qu'il soit capable de commettre ce crime, c'est-à-dire d'étrangler sa femme, entre 3 et 5 minutes maximum. Et qu'il la charge encore, donc c'est matériellement impossible. Et surtout, sur les lieux mêmes, il y a quand même 2 personnes qui sont là. C'est Émilie et c'est Hélène Pérez qui sont là. Elles sont témoins. Et elles ne voient rien. Elles n'entendent rien. Et ça se passe sous leur fenêtre. Dans ce scénario
Le corps aurait ainsi passé toute la journée dans la voiture en plein soleil avant que Chabert ne s'en débarrasse à la nuit tombée. Une hypothèse à laquelle ne croit pas Michel Rudler, la légiste à laquelle la défense a fait appel. On met un corps dans un coffre de voiture par 30 degrés, il est bien évident qu'il y a quand même des phénomènes de putréfaction qui commencent à se produire, un relâchement des sphincters, des écoulements normaux qui se passent à chaque fois qu'il y a quand même un corps qui est sans vie, par destruction des cellules. On n'a rien retrouvé. Il n'y a pas eu, mais pas le moindre élément ou trace de la présence d'un corps humain dans le coffre de la Clio. Et là, il n'y a pas eu de reconstitution non plus. Ça aurait été quand même intéressant de voir s'il était capable, Monsieur Chabert, de transporter un corps de femme du poids et la taille de sa femme pour le mettre dans le coffre d'une Clio en si peu de temps. La suite du scénario ne semble pas plus probante à l'équipe qui mène la contre-enquête. Patrick Chabert se serait débarrassé du corps de sa femme sur le chantier de la Farlène en le coulant dans du béton. Mais ses collègues de l'époque sont formels, c'est impossible. À l'époque de la disparition de Madame Chabert, les gros travaux de gros œuvres de la prison étaient terminés. On était en phase d'équipement intérieur, de finition intérieure, de peinture. Il n'y avait plus de gros coulage de béton. C'était d'autant plus difficile qu'il n'y avait pas de moyens de fabrication de béton sur le site. Le site, c'était tellement important qu'il n'y avait pas de centrale à béton. Le béton était acheminé par des camions toupies, et là, à l'époque, il n'y avait plus de coulage. La défense de Patrick Chabert a maintenant suffisamment de billes pour contester les éléments réunis par l'accusation. Mais pour écarter définitivement les soupçons, il faudrait encore pouvoir présenter à la cour d'appel une autre hypothèse qui expliquerait peut-être la disparition de Nadine. Ce scénario, c'est Émilie qui va le suggérer. Depuis que son père est en prison, Émilie ne vit plus que pour le sortir de là. Elle fouille toute la maison à la recherche du moindre élément qui pourrait l'innocenter. Et dans le fatras du garage, elle tombe sur de nouveaux documents très étranges, signés de la main de sa mère. J'ai retrouvé des écrits, mais hallucinants, qui parlaient de mort, où ils étaient 7 personnes autour d'un chaudron avec 7 bougies qui représentent les 7 participants, qui parlaient à des personnes qui étaient décédées. Ou un ami de la famille qu'ils ont aidé à retrouver la lumière parce que ce monsieur s'est suicidé. Plein de choses comme ça, où ça parle de potions, ça parle de moquettes. Quand on est quelqu'un terre à terre, on ne comprend rien. Et c'est effrayant. Et ce que je comprends pas, c'est que ces écrits étaient dans le garage. Si la police avait fait réellement une perquisition comme ils doivent le faire pendant une enquête criminelle, ils auraient trouvé ces écrits. Parmi les documents, des textes dactylographiés, des théories sur les désincarnés, sur la possession. Nadine Chabert essayait-elle de communiquer avec les morts? Prenait-elle des stupéfiants pour y parvenir? Pour sa fille, le terme de moquette laisse peu de place au doute. Certains y trouvent même une explication. Si elle avait pris des produits hallucinogènes, ça a pu provoquer une lésion cardiaque, arriver à l'arrêt cardiaque tout simplement. Et à partir de là, c'est pas dans la région de Fos qu'il aurait fallu rechercher le corps. À mon avis, ce n'est toujours qu'une hypothèse beaucoup plus loin. Nadine Chabert, victime d'un accident lors de pratiques sectaires. Voilà la nouvelle hypothèse de la défense et c'est l'intuition d'Émilie depuis le premier jour. Quand j'ai retrouvé ces écrits, déjà que je pensais qu'elle avait été manipulée mentalement. Alors je pensais pas que c'était une secte comme la Scientologie ou un gros groupe. Mais là, je me suis dit j'avais raison. J'avais raison, elle a bien été manipulée, on lui a fait un lavage de cerveau, on lui a fait croire des trucs mais inimaginables.
Maître Lorente, les écrits qu'Émilie a retrouvés de sa mère peuvent laisser supposer, en tout cas c'est ce que vous faites, qu'elle a pu mourir lors d'une séance de spiritisme. Pourquoi la police n'a-t-elle pas exploité cette piste ? Tout simplement parce que la police, à mon sens, et là je quitte une analyse rationnelle pour aller sur une déduction qui n'engage que moi, la police, elle aussi, a été abusée par une personne qui sait très bien parler, qui sait faire illusion, qui sait brouiller les pistes, quelqu'un qui a un charisme qu'elle met à la disposition d'une chose qui n'est pas une bonne chose. Et j'emploie des termes mesurés pour ne pas aller trop loin. Je ne suis pas un accusateur. Et donc, c'est révoltant. Cette personne, c'est l'ami de sa voix. Peut-être. Hein, c'est le travail de la police et il faut qu'il y ait une enquête là-dessus. Pour innocenter Patrick Chabert, la défense compte orienter les soupçons de la Cour sur la famille Méjean. Et là encore, elle est suivie par la partie civile qui soutient cette stratégie. Le procès s'ouvre le 17 décembre 2011, un peu plus d'1 an après la première instance. Patrick Chabert arrive à Draguignan après 15 mois de détention. Il connaît son dossier par cœur et sait qu'il est soutenu par le meilleur des avocats, sa fille. Je suis impuissante face à la justice, je suis toute petite face à elle. Mais j'allais donner tout ce que je pouvais donner pour le sortir de là, qu'il soit acquitté, reconnu innocent, parce que il est innocent, et pour qu'enfin le dossier soit réouvert et qu'il y ait une réelle enquête. Je demande que ça, qu'il y ait une enquête. Pour les policiers, l'enquête est pliée depuis longtemps. Ils viennent la défendre une nouvelle fois à la barre. Mais cette fois, les avocats de la famille Chabert passent à l'offensive et celui d'Émilie les apostrophe sans ménagement. Vous avez terminé votre enquête en disant que son père avait effectivement tué sa mère. Je vous demande tout simplement d'indiquer à tout le monde, mais d'abord à Émilie, comment il l'a tué, où il l'a tué, quand il l'a tué et pourquoi il l'a tué. En guise de réponse, un silence embarrassé. Car sur les circonstances du meurtre, l'enquête n'a que des hypothèses à fournir. Des hypothèses fondées sur la conviction des policiers. Un enquêteur ne peut pas venir témoigner devant une cour d'assises, sachant ce que risque la personne accusée, s'il n'a pas la conviction profonde, totale, qu'il ne se trompe pas. Chabert, coupable. Les policiers n'en démordent pas, Patricia Méjean non plus. Même si cette fois, elle est dans une position délicate. Son nom apparaît dans les écrits étranges qu'Émilie a retrouvés. Elle doit s'en expliquer. Remettons bien les choses en place. Si les morts parlaient, je vous dirai où est Nadine. D'accord ? Je ne crois pas que les morts parlent. Dans les textes, vous devez avoir une référence à Marc. Marc, donc, c'est un ami commun de Patrick et Nadine. Et ce Marc-là s'est suicidé. Et ça a été un poids de plus pour Nadine, parce que Nadine, elle s'est sentie coupable de ne pas avoir compris Marc. Et pour elle, le moyen qu'elle a eu de se sortir de ça, ça a été d'écrire un texte où elle l'accompagne après la mort. Mais c'est un fantasme. Pas de paranormal et encore moins de drogue. Patricia explique qu'elle a tout simplement accompagné Nadine dans son écriture comme une amie, pas un gourou. Je suis le gourou d'une secte où je suis le seul adepte. Voilà. Donc oui, je veux bien être un gourou, mais toute petite secte alors. Puis une secte où il n'y a pas d'argent, où j'en reçois pas, où j'en donne pas. L'assurance de Patricia laisse les jurés perplexes. Qui croire ? L'affaire est complexe, le procès est prolongé.
4e jour d'audience et premier coup de théâtre. Les résultats de l'expertise de l'ancien disque dur de l'ordinateur de Patrick Chabert. Quelques mois avant l'audience, Émilie a trouvé dans le garage le disque dur de l'ordinateur qui appartenait à son père. Chose assez singulière puisque les enquêteurs qui ont fait une perquisition l'ont pas trouvé. Ce disque dur, Patrick Chabert l'avait changé peu de temps après la disparition de sa femme, avant de le ranger au garage. C'est sur ses consignes qu'Émilie l'a remis à la présidente quelques semaines avant l'audience. Le résultat des analyses tombe au beau milieu du procès, son contenu est accablant. Sur le disque dur de Patrick Chabert ont été découverts quelque temps après la disparition de sa femme, des recherches qu'il aurait effectuées concernant la disparition de sa femme, mais également la décomposition du corps humain. Pour l'avocat de Patrick Chabert, c'est une catastrophe. On se retrouve au dernier moment avec un paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que c'est l'accusé lui-même qui donne ce disque à la justice en disant « Je voudrais connaître la vérité sur ce qu'il y a dans le disque ». Et il s'aperçoit qu'il avait fait des recherches à l'époque qui aujourd'hui compromettent son acquittement, si acquittement il devait y avoir. Effectivement, c'est un élément qui a été relativement troublant parce que n'importe qui pourrait se poser la question, comme tout le monde se l'est posé, de savoir pourquoi il était allé faire de telles recherches. Patrick Chabert, la découverte de vos recherches sur la décomposition d'un corps, c'est gênant pour vous, ça, non? C'est gênant. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que quand vous êtes affolé et paniqué, vous faites quoi? Vous essayez de rechercher quelque chose. Alors pourquoi j'en suis arrivé à faire ces recherches-là? Parce que tout le monde en parle, au procès on en a parlé. C'est que quand vous avez une équipe de fous qui débarque à la maison, qui arrive, je vais voir mon voisin, je dis ils sont là parce qu'ils ont trouvé le corps de Nadine. Que je reviens à la maison, que j'ai toute la clique autour de la maison, qui sont là pour dire oui. C'est qui ces fous? C'est qui la clique? C'est qui la clique? Je veux dire, c'est Madame Méjean, quand elle vient à la maison avec d'autres personnes, quand ils arrivent à la maison, on vient chercher le corps de Nadine, il est dans le garage. Quand vous avez des gens qui sont là, qui crient à tout le monde que j'ai tué mon épouse, qui savent où est le corps, ça me laisse penser à autre chose. C'est-à-dire? C'est peut-être qu'ils en savent plus que ce qu'ils veulent dire, quoi. Vous avez réellement pensé que quelqu'un pouvait avoir tué votre femme et l'avoir enterrée dans votre jardin? Ah oui, oui, oui. Alors moi, je me suis inquiété, je me suis affolé. J'ai passé 5-6 minutes, 10 minutes à rechercher sur Internet décomposition, pas décomposition. Et après, quand j'ai vu ce que c'était, que je comprenais pas grand-chose et rien du tout, je suis passé à autre chose. Les révélations du disque dur ont fait trembler la défense. Mais Patrick Chabert a un atout de taille, la foi inébranlable de sa fille. Quand Émilie témoigne à la barre, certains jurés fondent en larmes. Là où peut-être l'accusation s'attendait à voir une Émilie Chabert à tout prix mandatée pour sauver coûte que coûte un père dans un box, la cour et les jurés ont, je crois, été frappés par une petite fille de 20 ans qui en avait 12 la dernière fois qu'elle a vu sa mère et qui a encore une fois su trouver les mots pour venir expliquer dans quelle situation affreuse elle se retrouvait. L'émotion d'Émilie accompagne encore les jurés lorsqu'ils sortent délibérés. Après 7 jours de procès, ils n'ignorent plus rien de l'affaire. Les heures passent et la cour ne revient pas. Si les heures continuent de tourner, c'est bien souvent qu'après la question sur la culpabilité, il y a des discussions âpres sur la peine. Et donc c'est vrai qu'avec le temps qui avançait, je me devais d'indiquer à Émilie qu'il fallait aussi qu'elle s'attende peut-être à un verdict de condamnation. Pour Émilie, l'attente est insupportable. L'accusé se lève, la présidente s'adresse à la salle. Elle a posé des questions, meurtre, non.
J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu meurtre? Non. Préméditation? Non. Et tant qu'elle n'a pas dit acquittez, levez-vous, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, toute la pression qui retombe, je rigolais en même temps, mais je pleurais, je tremblais, c'était nerveux et je faisais que rire parce que j'étais contente. Enfin, le calvaire est fini. Enfin. C'est fini. On va chercher maman. Patrick Chabert, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez compris que vous étiez acquitté? Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Je me suis dit que je venais de perdre 9 ans, presque 9 ans de ma vie, donc 15 mois d'incarcération, parce qu'il a fallu arriver à un procès en appel pour démontrer mathématiquement que je n'avais rien à voir dans cette histoire et que j'étais innocent. Je m'étais juré parce que je savais que j'allais être acquitté. Pourquoi je savais que j'allais être acquitté? Parce que je suis innocent, il ne peut pas y avoir autre chose derrière. Il ne peut pas y en avoir. Donc je me suis dit, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas rire, je ne vais pas crier, rien du tout, mais on est simplement humain et à un moment, la pression elle lâche et je pleure dans les bras de ma fille parce que enfin, je vais pouvoir vivre libre et on va faire tout ce qui est possible pour essayer de retrouver Nadine. Patrick Chabert acquitté, les avocats de la famille se lancent dans une nouvelle bataille. Obtenir la réouverture de l'enquête pour savoir enfin ce qui est arrivé à Nadine le 10 juin 2003.